welcome to the stage. Welcome back. Yeah, you have been already. So this is a very male roundtable. Yeah, it's good. Michael Horsch. So I will start to introduce you. You're a founder and the CEO of Horsch, a leading family-owned company in the agricultural equipment sector with a particular focus on soil cultivation, seeding, mechanical weeding, and spraying. And we can say that you revolutionized the concept of mulch seeding by developing a seed drill. Yeah. Horsch has today 3,400 employees in several countries. Anything other you would like to mention? It's good. Christophe Richardot, donc, you are leading the Dijon Cereal Group, which is an agricultural cooperative bringing together 3,800 members. And just for the introduction, and then yeah. And the BFC Alliance, the Union of Three Agricultural Cooperatives. And so, as already mentioned, you work on projects for the future of regional agriculture in Bourgogne-Franche-Comté, addressing climate change and the new needs of customers, clients, and citizens, consumers. You're also a member of the board of directors of the National Union of Agricultural Cooperatives InVivo, which is I discovered InVivo, which is the sponsor of the rugby championship. Huh? Exactly, food. Stéphane Marcel, so you're Chief Digital Officer of InVivo and the CEO of InVivo Digital Factory, dedicated to developing innovative solutions to accelerate the digital transformation of the members. So you developed several platforms, e-platforms, e-business, e-commerce websites, artificial intelligence solutions, and so on. The list is very long. Émeric Moulin, do I need to introduce you? So we're very happy to be here because this is your farm. More than 1,000 hectares of crop area. Yeah. Crops, thank you very much for this. And you have a huge experience in water management and everything, combating water stress in plants. And when Elicit Plant was created here in 2017, so you set a research center here, which we were lucky to visit a little bit earlier. And because the objective was to be as close to the need of farmers as possible. Yes. Okay, thank you. Good. First round of question is about your solutions, what you put in place. Et on va faire en français et in English, donc dans les deux. Donc, Christophe Richardot, je voudrais commencer par vous. Donc, qu'est-ce que vous parlez de vos visions? Vous avez été présenté comme le visionnaire de l'agriculture avec voilà une approche Donc, qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles sont vos solutions avec les coopératives, dans les coopératives, justement pour rendre les cultures résistants, ou plus résistants à tout ce qui est sécheresse et manque d'eau? Alors, eh bien, bonjour à toutes et tous. Je vais essayer d'être très structuré pour gérer le temps. Jean-François, la prochaine fois que tu m'embêtes à me vanter comme ça, je vais commencer à t'appeler Didier. Et puis, c'était plus pour la plaisanterie, mais je voulais aussi féliciter Émeric et Jean-François sur la qualité de la présentation aujourd'hui, où on assiste quand même à quelque chose de plutôt très, très sympa. Et j'ai participé à beaucoup de réunions de ce type et elle est au moins sur le podium pour parler de sport. Alors, pour être très clair dans mes propos, moi, je dirige une union qui représente à peu près 50% d'une région française classique, qui est la Bourgogne-Franche-Comté, en termes de potentiel agricole. Et j'ai la chance d'avoir 3 conseils d'administration au niveau de 3 coopératives qui se sont positionnés en disant on crée une union pour essayer en tout cas pour mettre en place des projets d'adaptation du monde agricole à un monde qui est en train de bouger à une vitesse très rapide. Des attentes sociétales différentes, des mouvements géopolitiques qu'on vit tous les jours et qu'on ne vivait encore pas en 2018. Et puis effectivement, un climat qui accélère, qui vit. Et j'écoutais avec attention les propos d'Heidi. Effectivement, il y a un climat qui change et vous projetez des choses assez tendancielles. Effectivement, la météo, elle change tout le temps. Tout le temps. On est tout le temps en aléa et c'est extrêmement compliqué de se projeter quand on est agriculteur. Alors, ça a démarré en 2018. En 2018, on a perdu dans le secteur 80% de nos surfaces de colza, qui était une tête de rotation.
liées à sans doute une surutilisation, liée à un réchauffement climatique, une pression insecte beaucoup plus marquée et la suppression de solutions insecticides. Sur des secteurs où, alors on a de la chance en Bourgogne-Franche-Comté, on a le comté qui va bien, on a les vins qui sont très très bien. Par contre, on a une sole céréalière qui est située en zone intermédiaire et qui est compliquée parfois pour les agriculteurs avec des terres à faible potentiel. Donc on a basculé en remplacement sur des cultures de printemps. Qui dit culture de printemps dit un sol non couvert l'hiver, dit besoin d'interculture. Et ce qu'on a projeté de faire avec environ 150 exploitations, c'est de mettre en place une méthanisation. C'est en disant, alors c'était avant l'Ukraine, production d'énergie sur le territoire, ça va quand même dans le sens du vent. Production de digestat en lieu et place d'engrais chimiques et préservation du résultat de l'exploitation avec une production de CIF pendant l'hiver où on considère sur le futur qu'on aura potentiellement toujours des pluies courant d'hiver. Un investissement d'une centaine de millions. Début de 2018, l'aventure commence et on produira du gaz à partir de mars prochain pour à peu près 15% du besoin résidentiel d'un département français de 500 000 habitants. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa en termes de projet. Ayant mis en place une équipe d'énergéticiens au sein de la coopérative, on a été sollicité par des projets dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais il y a 3 ans, par des projets d'agri-photovoltaïque. Positionnement de panneaux à 5 mètres de haut, production alimentaire sous les panneaux. Et donc, on a travaillé ça avec une format d'expérimentation. On fonctionne beaucoup par la preuve, hein, vraiment beaucoup par la preuve. Et donc, on a monté 3 expérimentateurs grandeur nature, 7 millions d'investissements par expérimentateur. On en a un 4e qui verra le jour l'année prochaine. On a fait visiter les stations à environ 1000 personnes depuis qu'on a lancé le projet, c'est-à-dire il y a 18 mois, agriculteurs et on va dire responsables agricoles. On sera approximativement à 500 hectares de contractualisés d'ici la fin de l'année et on produira de l'électricité avec donc de l'énergie verte à partir de 2027-2028, si tout va bien. Quand vous projetez les dossiers d'agroénergie de ce type-là, vous vous rapprochez aussi des pouvoirs publics. On a été vraiment poussé depuis la guerre en Ukraine par les pouvoirs publics. La préfecture de région a joué un rôle très très sensible de nos organisations. Et puis j'écoutais tout à l'heure le président de région, j'ai beaucoup apprécié son discours. On s'est beaucoup rapproché aussi des politiques à la fois du département et de la région pour faire avancer nos dossiers. Quand on projette des projets aussi structurants que ceci, parce que la méthanisation, je vous donnais la puissance qu'elle va avoir sur l'énergie, sur l'électricité, si on pousse le projet au bout, on sera approximativement à 15% des besoins résidentiels, cette fois-ci des habitants de Bourgogne-Franche-Comté, c'est-à-dire 2,5 millions d'habitants. Et ça pèse aussi en termes de réflexion sur les énergies vertes. C'est beaucoup d'argent. On sécurise les agriculteurs sur la méta avec l'achat des cives, le retour du digestat, et on sécurise les agriculteurs qu'on intègre la grille photovoltaïque pour environ 40 ans avec un revenu qui est de l'ordre de 1 500 à 2 000 euros par an et par hectare. Nos projets sont tous collectifs. Il n'y a pas de... Et ça permet aux exploitations, sur des aléas climatiques et des problématiques de production qui ne cessent de se répéter chaque année, d'avoir quelque chose qui est stable, qui ne dépend pas du climat. On aura toujours du soleil, je pense, et qui permet de produire une énergie verte pour le territoire, parce qu'on sera aussi en autoconsommation sur le territoire. Chemin faisant, on a considéré, alors quand je dis on, c'est moi mes patrons, c'est les agriculteurs, conseil d'administration, avec mes collègues, j'ai quelques collègues du comité de direction qui sont là et de l'équipe R&D, que j'ai entendu tout à l'heure Heidi parler de coopération. On est allé voir toutes les organisations en Bourgogne-Franche-Comté, syndicales, régionales, chambres régionales, évidemment services de l'État, en leur disant nous on veut travailler ensemble. L'INRAE par exemple a suivi toute notre expérimentation, on a mis en place des salariés communs, docteurs ou ingénieurs. Et c'est avec eux qu'on a été voir les services de l'État en disant voilà, c'est suivi en expé, voilà ce que ça donne sur les exploitations. Et donc, à ce stade, nos projets sont plutôt connus et vraiment, on est vraiment sur du factuel. En parallèle de tout ça, alors je vais vous évoquer 3 dossiers, hein, l'agri PV, la méta, et puis je vais arriver à la gestion de l'eau. On s'est posé la question moi je ne savais pas encore, il y a 2 ans, comment prendre le sujet eau dans une coopérative agricole. On a vu ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est extrêmement sensible. Et on se dit que globalement, préserver des ressources en eau, en irrigation, dans les 5 à 10 ans qui viennent, potentiellement pour des cultures d'exportation, ça sera compliqué. Donc on s'est mis en réflexion et on a déjà discuté sur le projet de la méthanisation. On a 12 hectares sur les 15 que comporte la surface de la méta qui sont étanches. On est en train de récupérer l'eau,
On est en train de travailler sur une réserve et l'objectif, il est d'irriguer 40 à 50 hectares de noisetiers, parce qu'on est dans des secteurs où on pense que c'est le nord de la Côte d'Or, donc avec toujours contractualisé, mais en tout cas une culture fruitière, fruits à coque, contractualisée, qui pourrait permettre d'apporter un revenu complémentaire aux agriculteurs. Et en parallèle de tout ceci, on est en train de discuter, alors là, je vous fais une projection sur les discussions qui sont en cours. On est en train de discuter avec les pouvoirs publics, communautés de communes, pour faire un projet de réimplantation en lieu et place de cultures céréalières, de production fruitière. Je vais faire juste un petit retour en arrière. En 2021, j'ai parlé de 2 plateformes expérimentales en projection de ce qui se faisait dans le sud. Alors, on a étudié ce qui se faisait dans la vallée du Rhône, en Espagne, et on a mis 22 espèces en test en Bourgogne-Franche-Comté. Je me suis exprimé devant un parterre d'agriculteurs fin 2021. Je vous rappelle 2021, hein, un gel de folie début d'année, et puis un été arrosé comme de rien. Et moi, j'annonce la projection d'hectares de fruitiers sur la zone, notamment des abricots. Je me suis fait appeler Arthur. C'était assez sympa. Mais on a tenu bon. On a monté nos 2 plateformes d'experts, on a communiqué, et j'avais 200 agriculteurs dans la salle qui avaient plutôt les bras croisés. Un ou deux sont venus me dire que c'est bien, mais pas trop de moyens et tout. L'année suivante, 2022, été de folie. Les mêmes agriculteurs dans la même salle. Je peux vous assurer que ce n'était pas du tout la même perception. Et en plus, des industriels nous sont venus nous voir en disant « Nous, on a des projets à analyser en termes de contractualisation ». Du coup, le dossier est en cours actuellement. Donc, le projet, de façon... Alors, la méta nous a fait prendre en considération que les acteurs du territoire, on doit les prendre en considération. Les citoyens, il faut les prendre en considération. Donc, on intègre tous nos projets en lien avec les attentes sociétales. Et dans ce cadre-là, les discussions qu'on a actuellement, je vous donne un exemple, sur 100 hectares, quel que soit le fruit, on aura 50% qui sera contractualisé avec un industriel. À ce stade, sans trahir de secret, on nous propose 2000 hectares de production. Donc 50% chez un industriel national, 20% dans les collectivités, c'est-à-dire qu'on discute avec les grandes villes de notre secteur qui sont prêts à contractualiser des productions fruitières pour alimenter les lycées, les collèges, les hôpitaux en saison de production. Les distributeurs, alors vous ne les noterez pas, je sais qu'il y a des journalistes dans la salle, mais des gens comme Lidl ou Intermarché sont très intéressés pour commercialiser des produits contractualisés et produits en région. Et puis 5 à 10% de circuits courts. Et que vous avancez de ces sujets-là, vous abordez les sujets de l'eau, parce qu'on a besoin d'eau donc l'eau ne devient plus une finalité, mais un moyen pour une partie d'alimentation du territoire. Le projet passe plutôt bien. Et je vous parlais des eaux de récupération, de la méthanisation. On a de bons contacts avec le préfet de région, on a discuté pas mal avec eux. L'objectif, il serait d'une part travailler sur les stations d'épuration, la récupération des eaux usées, et d'autre part sur une récupération des eaux de pluie dans les villages. Avec, alors je ne parlerai pas de bassines, mais en alimentant des petits réservoirs qui pourraient alimenter des îlots, petites bassines, des îlots d'une trentaine d'hectares. Donc on rentre en phase de test. On va rentrer en phase de test sur des dossiers-là. Et comme je n'imaginais pas qu'on montrait une méta et qu'on investirait 100 millions, comme je n'imaginerais pas qu'on serait sur plusieurs milliards d'investissements sur de l'agri-PV, et c'est en train de prendre forme, il nous faudra 4 ans pour développer ces sujets-là. Mais en tout cas, on est sur une orientation qui est plutôt intéressante. Et pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur Illicit Plant, quand j'ai rencontré Jean-François, je lui ai dit que moi, son produit, on est en cours de test, mais je trouve déjà que c'est rupturant en termes de technologie, mais c'est aussi un produit sur lequel on pourrait aussi communiquer au niveau des pouvoirs publics sur la gestion de l'eau, une approche différente, des modifications, alors on appelle ça des produits à signal chez nous, parce qu'ils provoquent un changement au niveau de la plante. Et je trouve ça très intéressant d'intégrer dans une stratégie à la fois de pédagogie et de communication autour de nos systèmes de production, d'avoir ce type de produits qui sont à la fois révolutionnaires et puis en même temps qui vont vraiment dans le sens du vent. Voilà pour vous expliquer très synthétiquement. On aurait pu y passer beaucoup de temps. Merci pour ce témoignage très long. Notre approche. Mais très synthétique, mais très intéressant. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, donc vous n'êtes pas seulement un visionnaire, mais en tout cas, le succès des solutions que vous avez essayé de tester entreprises ensemble, c'est couronné par du succès. Donc, merci beaucoup. Et donc, Stéphane Marcel, donc, pour un témoignage un peu plus court peut-être. Non, mais voilà, nous, on va parler IA, Big Data, que vous êtes...
Oui, c'est un décalage pour le. Alors, donc, comment vous intégrez tout ça dans les pratiques agricoles? Comment rendre justement, grâce à la l'IA, les plantes plus résistantes à la sécheresse? Sans parler d'IA, d'abord de digital au service justement du pilotage de la problématique de dérèglement climatique et gestion de l'eau. Ce qui m'a surpris en préparant cette table ronde, c'est que, alors, on a une offre aujourd'hui foisonnante en termes d'innovation digitale, d'outils digitaux au service de cette thématique-là, mais avec un paradigme qui consiste à dire que on est là pour gérer en fait la problématique d'irrigation. En fait, la question que je me pose, c'est surtout est-ce qu'on ne devrait pas changer de paradigme en disant que l'irrigation, finalement, c'est le dernier recours et qu'on devrait travailler non plus sur les 10% de cultures irriguées, mais sur le reste, des cultures non irriguées, pluviales, et justement voir comment l'innovation digitale peut nous permettre de travailler sur ces sujets-là. C'est ce qui me plaît chez Elicit, hein, c'est que pour le coup, on n'est pas là pour faire de l'optime d'irrigation. Alors après, néanmoins, il y a quand même des choses très bien qui ont été faites en la matière. Les outils digitaux, d'une façon générale, vont plutôt se classer en 3 ou 4 catégories. On va avoir des outils plutôt qui vont être liés à de l'observation et de la capture de données, de la mesure de données, plutôt sur l'air, le sol et la plante. Donc là, on va parler d'IoT, hein, d'objets connectés qu'on plante dans le sol pour mesurer le potentiel hydrique qu'on met sur les feuilles ou des capteurs météo classiques. C'est là où on va rentrer après dans des problématiques plus d'alimentation, d'algorithmes, de prévision. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on est plutôt pas mal sur 3 jours. On est capable de prédire les choses sur 3 jours. Le très court terme est plus compliqué. On est plus ensuite sur de la tendance au-delà de 3 semaines. Et puis alors après, c'est le vide sidéral, on ne sait pas faire. Et c'est là où, néanmoins, on a de plus en plus de données à traiter. Et c'est là où l'intelligence artificielle peut rentrer en lice. Les puissances de calcul de type quantique aussi, qui offrent des perspectives pour les météorologues de façon assez intéressante, y compris tout le monde de la science, hein, évidemment, qui offrent des perspectives de prévision sur du long terme et de prédiction, de passer dans un paradigme plutôt prédictif que dans un post-traumatique où en disant on constate le problème et on est dans une logique empirique. Donc voilà, tous les outils de mesure sont ultra importants pour cumuler le maximum de data et permettre justement à une nouvelle génération d'algorithmes d'itérer. Évidemment, je ne serais pas complet si je ne parlais pas de télédétection, aussi bien au niveau de drones que satellites, qui nous permet quand même d'avoir des états avec des résolutions spectrales et spatiales importantes, donc ce qui permet très rapidement de couvrir un territoire, d'avoir un peu une visibilité là-dessus, en mesurant des données dans le prochain phare rouge notamment pour essayer d'évaluer le stress hydrique des plantes, et justement alimenter là aussi des outils d'aide à la décision qui permettent d'alimenter éventuellement, je dis éventuellement, des outils pour peut-être permettre d'arriver sur une logique d'irrigation de précision. Alors c'est là où après c'est compliqué. On sait très bien le faire en fertilisation, on sait faire de la modulation intraparcellaire, on sait caractériser la variabilité intraparcellaire dans une parcelle. Sur l'irrigation, le problème c'est plutôt le matériel. Donc là on verra ce que monsieur Horsch nous dira, mais on a des problématiques qui sont plutôt liées au fait que le matériel ne permet pas de faire de la précision d'irrigation. Sur un pivot, ça passe, mais dès qu'on passe sur de l'enrouleur ou du goutte à goutte, on est complètement perdu. Voilà. Et puis n'oublions pas le truc basique. Hein, parfois, des fois, on cherche des choses compliquées. Mais le digital, c'est aussi les compteurs connectés, tout bêtement. Hein. Ce qui permet au gestionnaire de mieux gérer son réseau d'irrigation, mais surtout d'identifier les fuites, parce qu'il y a beaucoup de fuites, beaucoup de pertes d'eau. Et donc là, on est vraiment aussi dans une logique très basico-basique, mais le digital, c'est aussi ça. Et donc là, ça permet aussi d'avoir une logique plus raisonnée, plus concertée à l'échelle d'un territoire, ouais. Puisque l'eau, ce n'est pas qu'une question d'une exploitation agricole, c'est souvent à l'échelle d'un bassin versant que ça se gère. Et donc c'est important que les gens travaillent ensemble pour mieux gérer justement la problématique de l'eau sur le territoire. Voilà. On parlera peut-être plus tard des perspectives. Sujets abordés. Michael Horsch, would you like to make a comment on how to use AI and big data to improve yields?
So far, we know that all the efforts in precision farming the last 20 years have not, I must play a little the role of what we have achieved and what we haven't achieved, have not achieved what the ones who have created this have predicted. But when I look at the way today we can process data, and I mean, there's two different AIs, I think, around. There's this, I call it the Stone Age AI. I'm not a digital specialist. Please excuse me my expressions. And then there's this new type of algorithms for machine learning that are just being implemented. One of the peak of the iceberg is probably ChatGPT and so on. If you start going into this new level of using AI and the amount of data that's accessible already today, also on farming data, I think we are now talking a possible fundamental change. That's what we haven't achieved the last 20 years in this whole precision farming attempts, which was a lot of it. My business was part of this snake oil business, trying to create products, making farmers believe it increases yields, and actually the ones who made the money, which was us, not the farmers. But that's changing now. That's good news. Émeric, en français ou en français. Donc, vous êtes un agriculteur innovateur. Donc, vous prenez cette casquette pour cette table ronde. Alors, qu'est-ce que vous faites déjà ou comment faites-vous pour justement atténuer tout ce qui est le stress dû à la sécheresse? Et quels sont les moyens aussi, les ressources que vous mettez en face? En fait, la première chose, c'est que, évidemment, quand on est en Charente, et notamment ici, mais comme dans toutes les zones intermédiaires dont on parle, c'est pas il y a 2-3 ans qu'on a découvert les sécheresses. En fait, c'est tous les ans, on a du stress hydrique sur les cultures. Ce qu'on ne connaît pas, c'est l'intensité et la fréquence de ces manques d'eau. Mais on est sûr que tous les ans, on manque d'eau. Ça, il n'y a aucun doute. Et donc la première chose qui a été développée, notamment, je vous l'ai dit, je suis né en 76, donc à la suite de cette sécheresse, c'était l'irrigation qui était une évidence, qui est une évidence dans plein d'agricultures du monde. Quand on manque d'eau, on met de l'eau. Par l'irrigation, l'humain apporte l'eau. La question après, ça a été cette technique, évidemment, nécessite d'importantes ressources, et est-ce que les ressources sont adaptées aux besoins? C'était ça la question, et du coup, trouvons d'autres solutions pour empiler, brique par brique, un ensemble de solutions qui permettent d'être à la hauteur de l'enjeu. C'est vraiment ça le message que moi je souhaitais délivrer, parce que l'irrigation existe, continuera d'exister, parce que c'est une nécessité, on l'a dit, pour les légumes, pour tout un tas de cultures. Et maintenant, c'est comment on optimise la gestion de cette eau. Ensuite, comment on retient un maximum d'eau aussi dans les sols. Comment on fait, effectivement, alors le président Rousset en a parlé, par rapport au drainage, mais nous, dans les argilo-calcaires, la question n'est pas vraiment le drainage, c'est comment, en améliorant la teneur en matière organique des sols, on arrive à mieux retenir l'eau, comment on arrive aussi par nos pratiques agricoles et les outils qu'on utilise, on arrive à ne pas avoir de perte d'eau trop importante, et qu'on arrive à conserver, notamment à un stade crucial de la germination et de la levée, suffisamment d'eau pour ne pas perdre de plantes dès ce stade-là. Parce que le stress hydrique, c'est tout de suite que ça s'exprime. Ce n'est pas forcément quand la plante est très grande, c'est dès la naissance, on le voit pour les colzas. Et donc, c'est un enchaînement de techniques. Et j'arrive aussi sur le travail incroyable qu'ont fait les semenciers pour aussi améliorer les cultures. Là, je pense notamment au maïs, le travail qui a été fait pour améliorer la résistance au stress hydrique. Et donc, ma vision, c'est qu'en fait, on arrive à résoudre un certain nombre de problématiques de manque d'eau ou de haute température, de grosses demandes climatiques, par un empilement intelligent de solutions qui sont fournies par l'ensemble des acteurs du monde agricole, de l'innovation. Et l'idée un peu de cette table ronde, c'est de voir que, enfin, c'est mon point de vue d'agriculteur, c'est qu'on voit bien que tout le monde y met de l'intelligence. Et maintenant, il faut arriver à les combiner en ayant la connaissance de tout ça, ce qui n'est pas forcément facile, parce que l'agriculteur, on lui demande de combiner ces techniques-là, on lui demande d'être un gestionnaire, on lui demande d'être... on lui demande d'être... multitude de solutions là, voilà, que vous apportez, ce qu'on a déjà vu dans la table ronde précédente. Il faut beaucoup d'intelligence pour arriver à synthétiser ça à l'échelle d'un agriculteur et d'arriver à le mettre en œuvre intelligemment. C'est ça un petit peu le défi, au-delà des innovations individuelles qui peuvent se faire, c'est d'arriver à le combiner intelligemment dans les exploitations, pour que ce ne soit pas que quelques exploitations dans un département qui arrivent à gérer les choses, mais que ce soit plus large. Ouais, peut-être pour rebondir sur Émeric, là, du coup, effectivement, c'est ça la difficulté, c'est que c'est multifactoriel et combinatoire.
Donc là, pour le coup, une intelligence artificielle peut aussi aider. Mais attention, ça ne se résume pas à utiliser une IA. Bien sûr. J'ai envie de citer l'OAD, par exemple, d'Arbalis, là, qui s'appelle Azalea, qui est pas mal, parce que, qui permet justement, en fonction du contexte pédoclimatique et économique, hein, d'ailleurs, parce que souvent on oublie la dimension économique, de l'agriculteur, d'arriver à lui faire raisonner son assolement différemment. Et justement, peut-être travailler plutôt sur une agriculture un peu plus de conservation, qui va permettre moins d'évapotranspiration, etc. D'adopter de nouvelles variétés, etc. Mais pour autant, qui dit nouvelles variétés dit aussi capacité à valoriser la production, d'où l'importance aussi derrière des coopératives agricoles qui vont structurer des filières, etc. Donc c'est systémique. Voilà. Bien sûr. Et c'est ça la difficulté. Parce que pour le coup, ici, il suffisait d'appuyer sur un bouton, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. C'est systémique. Donc c'est là où, globalement, le digital peut apporter aussi cette logique de coordination, logique, en fait, sur les différents acteurs et favoriser aussi, mine de rien, l'adoption, parce qu'il y a une vraie problématique d'adoption. Je veux dire, Oui. la solution illicite, il faut Exact. quand même l'expliquer, quoi, et la montrer, et prouver par la data que c'est possible. Oui. On va approfondir le sujet un petit peu. I would like to hand it over to Michael Horsch, please. So, in your efforts to combat water stress, so you have chosen mechanical engineering. Can you tell us about your approach and about the results? Well, ever since I started my company 42 years ago, it was all about increasing microbiological activity in the soil and conserving moisture at the same time by introducing mulch or no-till, which was at that time in Europe almost unknown of. And so with that vision, I had a hard time going against the perception of if you haven't plowed up your field by the end of September, it was insane. This was a European way of farming, you know, and I was going against it. That today this has become mainstream was not part of my vision, was not part of my I didn't envisage, didn't intend that. But if I look only today at my business, I don't want to act cocky now. The last 10 years, we have tripled our revenue, okay? 70% of our business, well, 30% of our 40% of our revenue is seeding. And out of seeding, 70% worldwide is no-till. So, but most of the no-till equipment we don't sell in Europe, we sell all over the world, but not in Europe. So Europe is just a small percentage of no-till. It's still more a kind of a TCS market, as it's called in France, you know, travail superficiel and so on. But what's also interesting is, and I'm not sure whether I should be proud about this, the last 10 years we have tripled our business in the world. If I ask the questions, why have we tripled our business? Are we so good? Which I'm not so sure about. So what's the secret? I'm actually a winner of climate change. This is why I say I'm not so sure whether I should be proud about this. I think in my business you can actually see what Heidi just said today. The exponential increase of weather extremes, the last 7-8 years, I can directly see in my revenue. Because whoever is losing by too hot, too dry, too much rain is regional. Everybody around, which just got it right, is winning from the prices go up because the yields go down for whatever gets hit by the weather extremes. And if you look at the line of the grain prices, where they have been 10 years ago and 5 years ago and where they are today, in average, they have always gone up, even today. Even people think going from 400 euro a ton to 250 euro a ton of wheat, it's bad. But 250 euro a ton of wheat 2 years ago was quite good. So in my business, that's why I say I'm not so sure whether I should be proud about this. But we are the winners of exactly what you said. Yeah, you can be proud of the innovation you put. Well, I don't think it's innovation in the first place. It's just the fact that we're everywhere, and we're everywhere somebody's making money on the backside of another farmer losing yield just because the weather got hit it. And yes, it's right. No-till methods, which are conserving more moisture, obviously, than tillage systems, are increasing worldwide.
So that's where I'm benefiting from. Yeah, okay. You all have a different approach to innovation, but what you mentioned is that we need complementary solutions of innovation. So how to select the best for your cooperatives, for example, the best, I don't know, set of solutions. What do you need to select the best one, the most adapted one, the one which is perhaps valuable still in 2, 3, 4 years, and Peut-être qu'on va faire des réponses complémentaires, mais moi, ce que je pense qui est toujours vrai, et j'ai entendu déjà Michael Horsch insister là-dessus, c'est que le premier travail de l'agriculteur, c'est d'observer. Et donc, en fait, il ne faut pas se dire qu'il y a une solution unique, même une combinaison de solutions uniques, c'est que c'est l'observation qui va faire chaque année choisir dans un panel de solutions Oui. l'ordre dans lequel il faut le choisir. Et ça, mais justement, c'est... comment? Alors, ça, pour moi, c'est le propre du métier de l'agriculteur, d'arriver à identifier sa problématique, d'observer, parce que, comme le dit Michael Horsch, le métier de l'agriculteur, c'est pas de conduire un tracteur, c'est d'observer ces terres et de faire les choix pertinents. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'il ait la connaissance objective de ce que permet chaque outil, pour, dans sa boîte à outils, ne pas confondre les outils entre eux et choisir toujours le plus pertinent. Et après, j'imagine que... Vous imaginez bien ce que je vais dire moi. Voilà. Voilà. Je lance la balle. Hein. Forcément, data-driven, voilà, data-driven pour être en capacité de factualiser le choix aussi, de ne pas non plus avoir peur de se tromper, donc vraiment de tester, d'apprendre sur les différentes solutions. Je pense que c'est une des logiques, mais je continue à dire que si on est en capacité aussi à l'échelle d'un territoire ou même plus large, d'être en capacité de partager, d'échanger la data pour comparer justement aussi l'adoption de telle solution par rapport à une autre, que les agriculteurs puissent se benchmarker sur l'efficacité opérationnelle, factuelle, mesurée, mesurable, là, ça permettra certainement d'accélérer le dispositif parce que sinon, on va rester dans une croyance ou voir des arguments commerciaux qui sont intéressants mais pas suffisants. Voilà, donc il faut arriver à factualiser les choses. Oui, justement, tout le monde, ce que j'ai entendu aussi dans la première table ronde, en fait, tous les jours, on a 3 nouvelles solutions. Comment se retrouver et identifier la bonne et référencer après, mettre dans un ranking, en fait, ce que vous avez dit. Ça, c'est la priorité. C'est difficile de se retrouver et après prendre une décision pour 3800 membres. En fait, à chaque agriculteur, sa solution et sa vision. L'agriculteur, il est chef d'exploitation, il gère son entreprise. Un jeune de 20 ans qui s'installe, il n'a pas la même vision qu'un jeune de 20 ans qui s'installait dans les années 90. C'est plus du tout la même chose. Et puis quelqu'un qui a 50 ou 60 ans n'a pas la même vision en termes de projection sur le futur. Moi, je crois qu'une des clés, au-delà du panel de solutions qu'on peut amener, c'est simplement le fait, et on le sent actuellement, comment on sensibilise les agriculteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aura des pas de temps à passer, puis une capacité des uns et des autres à y aller. Et ça, il faudra qu'on les accompagne. Moi, je sais qu'en termes de sensibilisation, on a fait, tout à l'heure, Heidi nous a présenté sur quelque chose d'assez éloquent quand même, l'évolution du climat. Nous, ce qu'on a fait en région, on a fonctionné avec des docteurs de l'INRAE, qu'on a embauché d'ailleurs, on a embauché deux docteurs récemment, data scientists en géospatial, qui ont analysé les 12 cultures principales de la région, qui se sont projetées sur les données du GIEC, en les croisant avec les données pédoclimatiques, sur une projection 2050 et 2100. Ce résultat est éloquent, un peu du même style que vous nous avez présenté. Ça pose vraiment des questions, ça fait peur par rapport à... Et on l'a projeté à notre conseil d'administration, qui a percuté vraiment en disant mais ce qu'on est en train de faire, c'est bien, et c'est important pour les générations futures. Et on a fait des sessions de présentation aux adhérents, en parallèle, aux agriculteurs, en parallèle de présentation de choses très, très factuelles. Et là, vous avez quelque part une forme de sensibilisation importante de l'agriculteur qui commence à comprendre ce qui va se passer, parce qu'ils ne sont pas toujours dans des instances comme on est, où ils sont dans leur tracteur et n'ont pas toujours la vision qu'on peut avoir nous. Puis en plus, on a une frange d'agriculteurs qui sont leaders, puis on a une frange qui le sont moins. Et ces gens-là, il va falloir vraiment les accompagner. Ça sera parfois un peu complexe. Et ensuite, on propose des solutions. Mais je pense qu'une des clés, c'est la sensibilisation à ce qui est en train de se passer, sans alarmer, mais en se disant, si vous voulez préserver votre revenu ou continuer à vivre du métier agricole,
il y a une projection sur d'adaptation à ce qui est en train de Ouais. se dérouler sous nos yeux. Et adoption. Michael Horsch, question: do you think we have to speed up the process of adoption of new technologies and to speed up the research process, that we don't come up with a solution but it's too late? Well, I think I don't want to answer this question in a general way. I think it's been mentioned quite often today that we are missing out on something which is called using more microbiology than chemicals and fertilizers and whatsoever. And I think, and then there was another mention today of that some of you already understand, likewise me, that the Brazilians have done something which we should be really watching out what's going on. And I think to come to a point, what we need here in Europe, we need the same attempt that we have seen from a political side, from a farming community side in Brazil, in Europe. If we don't have that, the Brazil is heading us and they're going forward and they're actually passing us. And we are just so stupid in the microbiological world, because I'm afraid that the likes of Monsanto and BASF, which we still need in future, I'm not talking bad about this, are not very interested in this attempt. So if we are not having forming another union about this microbiological revolution that we need here in Europe, we will not get anywhere. And we will not even get close to the big questions about climate change and whatsoever also. Yeah. Voilà la même question pour vous, en fait. Comment on peut accélérer le processus d'adoption de nouvelles technologies et également le processus de R&D, hein. Ouais, je pense que, évidemment, classiquement, expliquer et former les agriculteurs, donc ça va passer aussi par l'intégration de ce type d'approche dès les écoles, les lycées agricoles. Donc être en capacité d'expliquer à la nouvelle génération d'agriculteurs qu'il y a des alternatives, qu'il y a des solutions et que ce n'est pas une fatalité. S'agissant de la partie digitale, malheureusement, en 2023, on est encore en train de constater que malheureusement, on a encore des zones qui n'ont pas accès au haut débit dans la ruralité. Donc quand on parle d'objets connectés dans les parcelles, capacité à remonter de la data, évidemment, là, on peut encore se poser des questions sur les pouvoirs publics et leur volonté véritablement de faire changer les choses. Donc là, il y a quand même aussi même d'électrochoc peut-être à avoir aussi, en disant il y a encore une fracture numérique sur le territoire. Et puis démocratiser. Pourquoi ? Parce que, évidemment, nous, on est là, entre nous, on jargonne un petit peu, on prend du plaisir intellectuellement. C'est vrai que je rejoins Christophe, la journée est très riche et très intéressante. Pour autant, il faut être en capacité aussi de démocratiser les choses, d'expliquer, d'être pédagogue sur les solutions. Là, pour le coup, le digital peut aussi apporter des solutions, en tout cas sensibiliser. On parle de Serious Game, on parle de MOOC, hein, de formation aussi distancielle. Alors attention, le distanciel n'est pas qu'une solution, hein, c'est pas comme le télétravail, on ne pense pas qu'à distance on peut tout gérer, mais pour le coup, voilà, je pense qu'il y a des pistes intéressantes là-dessus. Voilà. Après, moi, quand j'ai préparé, là, je ne vais pas faire votre travail d'animation, mais j'ai été étonné quand je regardais ce qui se fait en Israël ou même en Californie d'ailleurs, sur l'irrigation, ou quand je pense, et ce matin encore, là, dans ma voiture en venant, j'entendais qu'en France, on n'utilise que 1% des eaux usées en France. Qu'est-ce qu'on attend pour faire pareil que les autres pays, en fait ? Qu'est-ce qu'on attend pour alors là, je suis loin de mon domaine du digital, mais qu'est-ce qu'on attend pour finalement, on va dire, tiens, mais pourquoi on ne réutiliserait pas les eaux usées pour irriguer les cultures, quoi, alors que d'autres pays le font. Alain Rosset est parti. Et ça, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi justement on ne fait pas ces choses-là. Je ne parle pas de désaliniser comme font nos amis israéliens, parce que là, c'est vraiment le but ultime. Je crois qu'en Californie aussi, c'est fait un petit peu, mais voilà. Donc il y a quand même aussi un sujet. On ne pourra pas tous adopter l'olivier, l'agrume comme solution de culture, hein. Voilà, on ne peut pas se nourrir que de ça. Donc, il va falloir quand même qu'on soit en capacité de développer, de produire et de cultiver de la protéine végétale. Donc il faut là aussi, on avance sur ces solutions alternatives qui n'ont rien à voir avec l'algorithmie, etc.
Oui, peut-être Émeric, sur cette accélération d'adoption de processus d'indi, d'informer, Oui, alors, ça tombe bien, la distribution est présente. Donc, moi, je pense qu'ils ont un rôle essentiel, effectivement, et que le rôle. Alors, il y a eu une séparation du conseil et de la vente qui a été faite en France. Je ne suis pas certain que c'était la meilleure opération qui ait pu être faite, parce que le principal risque, c'est qu'on perd le contact, justement, du conseil, alors que c'était un formidable contact et vecteur pour transmettre à 80% des agriculteurs qui n'ont pas accès à la connaissance qui existe. Et donc, je pense vraiment que la distribution dans son contact au quotidien, au quotidien en tout cas très régulier avec les agriculteurs, est un vecteur formidable pour faire passer les innovations parce qu'ils ont les moyens de tester et ils ont les moyens de transmettre aussi les tests qui sont faits par des instituts techniques, des centres de recherche pour informer l'agriculteur et essayer d'objectiver les choses. C'est ce qui se passait. Et bon, je pense qu'ils ont un rôle vraiment central dans l'adoption parce qu'on ne peut pas compter uniquement sur la volonté d'aller chercher l'information, mais il faut aussi la servir dans des gens qui sont une population, les agriculteurs qui sont très occupés et qui gèrent des priorités. Et leur priorité, c'est de faire tourner la ferme sans forcément avoir un service R&D Ouais. qui va leur dire dans la ferme, ah, mais il faut que tu testes ça. Non, c'est eux-mêmes. Donc il faut qu'ils prennent du temps pour faire cette R&D. Et quand elle peut être largement faite par la distribution, ils gagnent énormément de temps et donc il y a une plus grande facilité d'adoption. Pour rebondir sur les propos d'Émeric, ce qu'on a fait, je me suis aperçu qu'en fait, nous, on a une stratégie, une vision, du conseil d'administration, on développe le truc, on va sur le terrain, on l'explique aux agris, et puis de temps en temps, on est avec nos équipes terrain, on a quelques distributeurs ici, puis tu t'aperçois dans la discussion qu'ils n'ont pas compris ce que tu es en train de faire. Ils n'ont pas pigé. Donc, ce qu'on a fait, et c'était assez innovant, je trouvais, au niveau de l'entreprise, on a modifié les contrats de travail de certains techniciens. On leur a dit, vous allez évoluer, vous allez passer du stade de conseiller performance au stade de conseiller expert. Et on les a formés au projet du conseil d'administration, en allouant 20% de leur temps, changement, donc formation, des dossiers complètement ad hoc en lien avec ce qu'on est en train de passer. Ces gens-là, alors ils sont 10 sur une équipe, pour la coopérative Dijon Céréales, hein, ils sont 10 sur une équipe de 40. Ils préconisent des solutions, ils accompagnent leurs collègues sur le terrain, et du coup, on a une démultiplication de la sensibilisation sur le terrain. Et de fait, depuis qu'on a mis en place ce genre de choses, on arrive à avoir un bien meilleur retour au niveau des adhérents, en plus de la climato, qui les sensibilise vraiment beaucoup, de compréhension d'une part de ce qui est en train de se passer, mais d'autre part des solutions que l'ensemble de la distribution peut apporter pour s'adapter à... Donc ça passe aussi beaucoup par nos équipes. Et puis un point qui m'a semblé extrêmement important, c'est dans le management de l'entreprise, c'est d'être extrêmement transparent avec l'ensemble des collaborateurs pour expliquer ce qu'on fait. Parce que c'est quand même des vecteurs importants qui rencontrent le monde agricole tous les jours et qu'il faut qu'ils soient aussi en capacité d'expliquer ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est un vrai travail managérial de fond à travailler aussi avec l'ensemble des managers et des collaborateurs. Okay. Alors évidemment, pour rebondir sur ce que disait Christophe, donc chez InVivo, évidemment, l'Union InVivo est très engagée sur des indicateurs RSE forts. La gestion de l'eau fait partie de nos problématiques, la biodiversité aussi. On a aujourd'hui enclenché aussi des grands process de formation. On travaille évidemment main dans la main avec les coopératives actionnaires adhérentes de l'Union, mais aussi avec nos collaborateurs sur le terrain à travers nos filiales de type Soufflet Agriculture. On sensibilise, on forme et on accompagne la transition. Alors après, on est sur des temps longs en agriculture, il y a une moisson par an. Donc forcément, les choses se mettent en place doucement, mais on est en train d'y travailler. On est très engagé sur ces sujets-là depuis très longtemps. On ne parlait pas de... On ne qualifiait pas ça comme ça, mais InVivo a investi dans plusieurs startups dans le domaine du digital et de l'agriculture, avec SMAG. On a une filiale qui s'appelle AgroSolutions aussi, qui travaille sur ces solutions. On a développé une plateforme digitale qui va au plus proche de l'agriculteur avec Aladin.farm, qui permet aussi à des acteurs comme Illicite de porter au plus proche de l'agriculteur ces nouvelles solutions. Avec Farmi, on a une application qui est développée pour les agriculteurs aussi, qui leur permet d'accéder justement à ces outils puissants d'algorithmie. Bref, on essaye de travailler pour travailler la transition agroécologique. Voilà. Je ne sais pas si moi je partirai à la retraite. J'espère que
allez, dans une petite vingtaine d'années, j'espère que les choses auront grandement changé, mais c'est long quand même. C'est très long. Oui. Just I would like to finish with one last question, Michael Hirsch. So, how do you see the impact of a very tense geopolitical context added to dramatic climate change situation and consequently poor harvests? How do you see this, the more macroeconomic question? Getting quite your question. What do you mean by geopolitical impact of? For example, the Ukraine war or the trade war Well, between well, U.S. and China, because this is adding to climate change. Obviously, this is not all helping our main problems we have in this world. That's for sure. But I think we should also not overestimate the impact of, for instance, that Ukraine cannot export all the grain they're producing. It has locally to Africa and to Near East countries. It had some impact because they can't get their wheat they normally import. But when you look at it a global aspect, I think this is just not as affecting as much as we all think. But it's unnecessary. Also, this trade war we have with China and all this stuff we're going on, we have other things we should get together all on one table and talk about how not only we're going to stop the climate change, because I'm afraid that we have reached already a couple tipping points, which we have to we have to accept. We also have to do what we're doing also here today. What can we do actually to live in this climate change? We have to do both things. I think this is what I like in this discussion, because only stopping it is not enough. It's also to accept it, that it's getting warmer, we have more extremes, and we have to live with it. How are we going to deal with those? More heat, overheat, longer droughts, but this extreme weather. Situation is getting worse, and it's already difficult to live with the heat we have today, and tomorrow it will be worse. So this is. Yes, but this is what we're talking about today. One possibility how to go about this, that we have to accept that the climate change is there. Because some people still think we have to do everything to stop it, and then it goes back to where it was. I don't think we ever get back to where it was. Maybe wait 100 or 200 years, then we're back to Ice Age, and then we're back to it. Maybe we have a cyclical thing also going on. I'm not so sure about this because I'm not the specialist about that. But again, at the end, we have to take the fact. And we have to not only do something about it to try to stop as much as we can, also to accept it and live with it, and then do something so that we can live with it. And find the best solutions to live with it. Yeah. Good. Merci. Merci beaucoup pour cet échange. It's my mic. Now I hand over to you for the questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit en dernier, c'est qu'effectivement, la priorité aujourd'hui, même si tous les leviers sont bons pour lutter contre le réchauffement, la priorité, c'est de s'adapter. Je remercie Émeric pour la position qu'il affirme de l'agriculteur, parce que et des difficultés qu'on peut avoir des fois dans nos choix et tout ça. Bon, je te remercie pour les interventions que tu as eues, parce que j'aurais pas dit mieux. Ce que je veux dire surtout, c'est qu'il faut se rendre compte que l'agriculteur, il voit bien les choses et tout, il y a plein de solutions auxquelles il aimerait avoir accès. Alors quand on nous dit au Brésil, il y a eu des avancements et tout ça, il faut savoir qu'en France, les OGM, on n'y a pas droit, on n'a pas droit à toute cette évolution génétique. Et pourtant, elle peut aider, ça pourrait aider, ça aide à s'améliorer, à avoir des solutions qui permettent d'atténuer un peu tous ces effets-là. Bon, ça, on n'y a pas droit. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de régions de sécheresse, de régions où les difficultés en eau sont importantes et tout. Je ne suis pas sûr qu'on mesure qu'ici, en fait, on n'a pas de problème d'eau. Et c'est ça qui est absolument terrible pour nous. C'est de s'apercevoir qu'en France, globalement, et même dans les régions où on dit qu'il y a des gros problèmes, enfin après, j'accepte le sud-est de la France pour cette région-là où c'est complètement différent, mais finalement, on laisse à l'environnement 97% de l'eau qui tombe. On en utilise 1% pour l'eau potable, peut-être 1% pour l'industrie et 1% pour l'agriculture. Enfin, c'est des échelles approximatives, mais c'est tellement dérisoire finalement.
Voilà, donc comment on fait pour se rendre compte qu'on est des privilégiés ici, y compris chez toi, Émeric, hein, je crois. Hein. Et moi, j'en fais partie. Je suis sur un bassin où il tombe à peu près 1 milliard de mètres cubes par an d'eau. Et l'irrigation, quand prélevait 15 à 20 millions, a été réduite aujourd'hui à 7-8. Et on veut l'emmener à 3-8 parce qu'on considère que c'est inacceptable pour l'environnement. Donc voilà, donc on est dans une situation où nous, les agriculteurs, je pense que nous avons les solutions, on les connaît, les solutions. Et je pense qu'il n'y a pas de solution pour s'adapter à un réchauffement sans eau. On nous dit qu'il faut faire vivre nos sols, mais on y tient plus que tout, à avoir des sols vivants. Mais je vous garantis que quand il est tombé 15 mm en 3 mois, vous ne trouverez plus beaucoup de vie dans un sol. Même s'il était couvert au départ, même si on a cherché à ne pas labourer, à y garder de la vie, enfin voilà. Bon. Donc on a aussi des solutions. Alors j'entends, si demain les solutions, c'est de faire, de couvrir mes terres avec du photovoltaïque et puis de cultiver ce que je peux dessous, il est clair que si j'ai 1 500 à 2 000 euros de l'hectare, j'y vais tout droit, je suis prêt à le faire, et qu'on ne me parle pas de sécurité alimentaire, parce que je crois que finalement, politiquement, on s'en moque un peu. Merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que vous voulez rebondir? Oui. Je peux dire un mot. Effectivement, on est sans doute des privilégiés en France. Ça, c'est sûr. Il se passe plein de choses dans d'autres pays et on n'en est sans doute pas tous conscients. Moi, je vous parlais tout à l'heure d'écosystèmes positifs et de discuter avec les pouvoirs publics. Et je pense que depuis le Covid et a fortiori depuis la guerre en Ukraine, on arrive à discuter. Je pense qu'il faut qu'on soit super pédagogue. Et quand je parlais de projet tout à l'heure d'irrigation, je pense aussi qu'il faut qu'on approche, qu'on ait une clé d'entrée projet économique pour l'agriculture et pour le territoire en termes de présentation. Et pas, par exemple, pour le sujet de l'eau, la finalité, c'est la flotte. Discussion type Sainte-Soline et autres. Et je pense, moi, je partage complètement votre témoignage. Je me dis qu'il y a beaucoup de travail à faire en France, mais globalement, je pense que la pédagogie, l'écosystème, et parler de nos métiers, j'étais content tout à l'heure d'entendre tout à l'heure un président de région qui a parlé avec beaucoup de fonds, et je suis pas certain que ce soit partout comme ça. Moi, je vois aujourd'hui des préfets de région très investis, des services de l'État très investis. Par contre, sur le plan politique, et je remercie les journalistes de ne pas écrire tout ça, on n'a pas toujours le même impact et toujours le même engouement. Je vois des gens extrêmement motivés, capables de défendre des positions agricoles, et des gens extrêmement motivés pour préserver leur électorat. Et je le dis moi en région, et on a besoin de gens motivés pour préserver et pour s'adapter à tout ce qu'on s'est raconté tout à l'heure. Mais merci pour le témoignage, parce que moi, ça me touche. On est effectivement privilégiés, mais il faut aussi faire part de notre métier et de l'évolution qu'on souhaite en faire. Merci. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, tout le monde est réveillé. Il fait un peu chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Bon, c'est bon. Bon, merci. Merci beaucoup. Thank you very much.